Audio Hub Preview. Bonjour, je suis ravie d'introduire le professeur Nicolas Chevalier pour cette première capsule. Mais c'est quoi les perturbateurs endocriniens? Bonjour, donc je suis effectivement endocrinologue au CHU de Nice et merci pour l'invitation à parler de cette thématique très importante. Donc, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Globalement, c'est une molécule chimique qui est extérieure à notre corps et qui va venir mimer l'action de nos hormones endogènes. Et pour certaines molécules, elles vont bloquer l'action de ces hormones. Donc, globalement, c'est un peu un leurre hormonal qui va venir court-circuiter nos fonctionnements endogènes quotidiens. Mais alors finalement, c'est ça, où on les trouve dans notre environnement quotidien? C'est souvent un peu démoralisant parce qu'en fait, on en a partout autour de nous sur les revêtements de meubles. Vous voyez derrière moi, il y a plein de choses en plastique bien brillantes. C'est des plastifiants, des phtalates. Vous connaissez le bisphénol A qui a très largement été médiatisé, mais on en trouve aussi ailleurs. Il y a tous les produits isolants, thermiques, électriques, comme les polybromés. On a toute la famille des insecticides, dont les organochlorés. Et le chef de file, ça reste le DDT. Il y a également le glyphosate qui est bien connu. Et puis après, on a des perturbateurs endocriniens qui sont plus difficiles à caractériser. Pour nous, endocrinologues, il y a par exemple le lithium qu'on va retrouver dans les batteries qui sont utilisées dans nos composés électriques. Il y a le perchlorate aussi qu'on utilise. Il y a la mélamine qui est une colle dans les bois qui sont utilisés maintenant pour remplacer les objets plastiques. Donc, globalement, on baigne dans une soupe de polluants. Mais pourquoi les endocrinologues doivent-ils s'y intéresser? Je pense que déjà, d'une part, ça s'appelle perturbateur endocrinien. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde en tout cas notre spécialité. Ça reste des molécules qui viennent perturber notre système hormonal. Pendant très longtemps, en fait, ça a été concentré sur la partie reprotoxique avec ces malformations génitales masculines. Maintenant, on sait que ça donne aussi des anomalies dans le sexe féminin. Il y a eu les pubertés précoces qui sont connues des pédiatres. Et puis, maintenant, au niveau de la fertilité féminine, on sait que ça a un probable rôle sur l'insuffisance ovarienne et le syndrome des ovaires polykystiques. Mais en fait, ça ne s'arrête pas aux gonades. Il y a des pathologies thyroïdiennes. Finalement, Théo Colborn, c'est là-dessus qu'elle a publié au début. Et puis, on a également des arguments probablement sur la surrénale, l'hypophyse, le métabolisme phosphocalcique. Et globalement, plus on tire le rouleau, plus on trouve des pathologies qui ont en lien avec notre belle spécialité. Donc, je crois qu'on a toute notre place justement pour aller chercher la CPE. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Moi, on a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt. Est-ce que c'est un effet de mode, une prise de conscience actuelle? Alors, il y a un regain d'intérêt parce que, en fait, au niveau politique, c'est un mot qui a été jeté dans les élections présidentielles et ça fait partie de tous les programmes politiques maintenant, cette question. Donc, effectivement, on pourrait se dire c'est un effet mode écolo, probablement, parce qu'il y a une prise de conscience qu'on doit avoir au niveau mondial si on veut diminuer notre charge en polluants. Néanmoins, je pense qu'on a une réelle prise de conscience, non pas du corps médical en premier, mais de la population qui est inquiète en fait des pathologies liées. Et je crois que le plus bel exemple, c'est le bisphénol A, sur lequel effectivement on avait des données pour le monde du travail avec des intoxications possibles, notamment par voie cutanée. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait des effets toxiques sur le sein et sur la descendance, et notamment au niveau métabolique avec un risque de diabète et d'obésité. Et donc, on a pu interdire en tout cas le bisphénol A sur la grossesse et les premières années de vie. En fait, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et maintenant, on sait mieux au niveau réglementaire appréhender ces données. Et je crois qu'il y a une réelle prise de conscience politique,
public. En tant que médecin, en fait, on est un peu désarmé parce que ça faisait pas partie de notre formation initiale, donc on connaît pas bien. Et je dirais que quand on connaît pas bien, on a tendance à se braquer ou à moins s'intéresser, surtout quand on parle d'écologie, mais en fait, c'est vraiment intéressant, en tout cas, qu'on s'empare de ce sujet dans notre spécialité. C'est vrai que c'est toujours un peu désemparant parce que effectivement, est-ce qu'il y a un moyen d'évaluer notre exposition quotidienne à tous ces perturbateurs qui nous entourent? Alors, c'est souvent cette problématique qui ressort, puisque aujourd'hui, pour aller doser un perturbateur endocrinien, on est obligé de passer par de la spectrométrie de masse. Et on le sait, en endocrino, l'accès est très compliqué, les dosages sont difficiles à monter. C'est pas de la routine. Maintenant, on les a pour les stéroïdes usuels, mais en tout cas pas pour les PE. Et puis, c'est un coût extrêmement élevé. Et puis, je crois qu'on le connaît justement très bien sur l'interprétation hormonale. On ne peut pas poser un diagnostic juste sur un taux d'hormones. On a besoin de plein de choses autour. Ben, c'est exactement la même problématique pour les PE. Un dosage à un moment donné qui sera bas ne veut pas dire qu'on n'est pas exposé au quotidien parce que c'est un spot juste ponctuel et ça reflète pas du tout en fait notre passé. Donc en fait l'idée c'est d'avoir des marqueurs d'exposition. Il y a plusieurs équipes en fait qui travaillent à ça. C'est très compliqué, c'est de la protéomique, de la métabolomique. Et aujourd'hui les plus grandes façons d'évaluer, c'est des questionnaires d'imprégnation alimentaire et puis on fait des règles de 3 puisqu'on connaît globalement la contamination moyenne des aliments. Et dans les grandes études épidémiologiques, on suivi plusieurs milliers de patients. En fait, souvent, c'est des recueils urinaires qui sont faits une fois par an ou tous les 2 ans pour essayer de voir l'imprégnation hormonale. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que certains chercheurs, notamment au Luxembourg, travaillent sur une cartographie sur le cheveu, un peu comme ce qu'on a pour les produits toxiques. Hein. Par exemple, pour le cannabis, on sait qu'on est capable d'aller chercher à quand remonte la consommation. Ben, on a exactement la même chose avec les PE sur les cheveux et on a même une possibilité de doser les stéroïdes sur les cheveux. Donc, probablement, à terme, on pourra mieux évaluer notre imprégnation. Bon, et une touche personnelle, effectivement, est-ce que une ou deux situations pour toi de consultation où tu abordes les PE et comment t'en parles à nos patients? Alors, les PE, c'est toujours difficile quand on est dans une consultation médicale stricte parce qu'on regarde une pathologie et on applique ce dont on a l'habitude. Là où je dirais on doit s'interroger, c'est quand on n'arrive pas à mettre nos schémas habituels pathologiques. Et l'exemple type, je pense, c'est la gynécomastie, par exemple. La gynécomastie, quand on voit un patient, on sait qu'au moment de la puberté, ben, c'est souvent banal. Et puis, parfois, il y a des gynécomasties qui restent. Eh bien, ces gynécomasties qui restent, il faut penser aux imprégnations hormonales de l'environnement parce qu'on va pouvoir retrouver certains produits œstrogénomimétiques par contamination. Il y a certains pesticides qui sont des œstrogénomimétiques. Et si le patient habite à proximité de cultures, notamment de vignobles où on utilise certains pesticides ou engrais, eh bien, il faut y penser. Et puis, c'est pareil, la réapparition d'une gynécomastie chez un adulte, eh bien, on sait qu'on doit aller chercher des tumeurs, on le sait très bien, mais on ne va pas penser forcément aux produits toxiques professionnels ou de l'environnement. Là, on doit aussi se poser la question. Et puis, l'autre situation, mais ça, c'est les patients pour le diabète gestationnel. Et le diabète gestationnel, c'est une pathologie très fréquente. On sait donner nos conseils diététiques pour améliorer en tout cas l'accueil du fœtus et puis surtout la santé à long terme pour prévenir l'obésité. Mais je pense que c'est aussi le moment pour donner des conseils sur les perturbateurs endocriniens, puisque s'il y a vraiment une période de la vie qui est importante, c'est ces fameuses périodes des 1000 premiers jours. Donc la grossesse et la petite enfance. Et si on peut débarrasser en tout cas de PE cette période, c'est pas mal. Et en tout cas, nous, on essaye de le faire le plus possible quand on les voit en consultation. On arrive parfois un peu tard sur l'organogénèse, mais on se dit que, en tout cas, les conseils qu'on donne, on pourra au moins les appliquer sur l'accueil de la petite enfance et on gagnera au moins sur cette partie-là. Mais je crois que il faut vraiment qu'en tant qu'endocrino, on s'approprie ce langage et puis, comme je le disais en introduction,
dans la définition, c'est quand même des perturbateurs endocriniens. On est endocrino, donc ça nous appartient. Super. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci Julie.